Donc, je vais vous présenter ce soir 4 ouvrages, 3 en littérature et un dans notre collection illustrée. Donc, je vais commencer par Le Dernier Nuage de Frédéric Chignac. Donc, tout le monde connaît plus ou moins les noms des nuages, mais vous ne connaissez sans doute pas le nom de la personne qui les a nommés, justement. C'est un homme, un Anglais, il s'appelle Luke Howard. Il est quaker et apothicaire de métier. Il se passionne pour les nuages au début du 19e siècle à Londres. J'adore. Il les observe, il les dessine, il essaye de les comprendre, de les toucher et surtout de les nommer pour essayer de transmettre ce savoir à un large public. Un nuage lui résiste, celui qui provoque la grêle. Il décide donc de monter tout là-haut, en ballon, pour le toucher et comprendre comment il se forme quand il justement provoque cette grêle. Ce récit vous fait vraiment ressentir des émotions très fortes, de l'angoisse, de la joie, de la tristesse, de la peur. Vous ne savez jamais, et vous êtes tout le temps dans l'attente de savoir si cette épopée historique va être une réussite ou un échec. Au début du 19e siècle, forcément, quand on nomme des nuages en latin, eh bien, on a vraiment des tensions qui se créent autour de sa communauté, tout d'abord religieuse, puisqu'il est quaker, le comité scientifique et son entourage. Donc il y a vraiment des tensions, et même en lui-même, hein, sa conscience est vraiment mise à mal par rapport à cette quête. Donc c'est un premier roman de Frédéric Chignac, qui est un auteur bordelais. Il explore clairement le besoin humain de nommer le monde pour mieux l'appréhender. Je vais vous parler ensuite, dans un genre imaginaire, de La police du temps de Jodi Taylor. Donc peut-être certains connaissent les chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. Donc là, c'est une série dérivée de cet auteur. Donc à Sainte-Marie, on étudie l'histoire grâce au secret du voyage dans le temps. Et la police du temps, eh bien, c'est un service qui permet de protéger la chronologie et la stabilité du temps contre ceux qui voudraient la modifier. Ce service compte 3 recrues, un peu bracassés, donc on se demande pourquoi ils ont été recrutés pour cette mission, mais ils se révèlent à la hauteur et c'est vraiment un roman imaginaire, drôle, rythmé. On est vraiment, il y a plein de cocasseries. On est dans un roman entre l'imaginaire et la comédie et c'est vraiment apprécié par exemple, des fans de Doctor Who. Toujours en littérature, donc là je vais vous présenter l'Hypermonde. Donc c'est un ovni littéraire. Peut-être que certains connaissent Laurent Ladoirie, il a déjà écrit 2 romans chez nous. Donc c'est une véritable fresque d'anticipation humaniste et politique. Ce roman débute avec une guerre éclair qui a tout dévasté. Voilà. Donc il n'y a plus rien, il reste encore quelques humains, mais il n'y a plus de machines, il n'y a plus Internet, il n'y a vraiment plus rien. Ce monde va être donc reconstruit et on va suivre des jeunes orphelins qui vont être formés dans une école un peu particulière qui va être fondée par Zoran Adamas, qui est un milliardaire misanthrope. Et donc, il va inculquer un savoir, un savoir ancestral, des sciences, même la formation au combat est également proposée. Donc, ces jeunes vont avoir ce savoir, ces savoirs, et pour le transmettre, ils vont créer une intelligence artificielle. Voilà. Donc cette intelligence artificielle va permettre, ça va être un moyen pour diffuser justement ces connaissances. Ce livre n'est pas uniquement un roman d'aventure, mais vraiment un roman d'apprentissage, une réflexion sur l'héritage, la mémoire, parce qu'ils vont devoir vraiment tout recréer à partir de leur mémoire et leur héritage. Laurent Ladoirie donc mêle de la science-fiction, mais aussi donc le roman d'apprentissage, un conte politique dans la lignée un petit peu de Dune ou Hyperion, et il nous questionne sur comment sauver le monde après le chaos. Je vais terminer enfin par la merveilleuse histoire de Bordeaux. Donc nous avons une collection qui permet, à travers des récits courts, illustrés et accessibles, de découvrir l'histoire. Nous avons réalisé déjà la merveilleuse histoire de Marseille, d'Aix-en-Provence,
et de Strasbourg, Marseille et Aix-en-Provence. Donc Agathe Rivière-Corps, peut-être que certains la connaissent. Donc là, elle nous offre vraiment, elle nous plonge dans les secrets de la ville viticole, l'architecture, des personnages légendaires comme Aliénor d'Aquitaine, Victor Louis, Montaigne, Montesquieu. Et le ton est vraiment vivant, rempli d'anecdotes. Voilà, c'est une plume locale, puisqu'elle est de Bordeaux, et passionnée. Elle est également donc guide conférencière, donc elle est vraiment sur le terrain. Hein, elle fait des visites dans Bordeaux et même dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc elle sera vraiment présente aussi pour la promotion au sein des librairies. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, donc Stéphane Barry et Maryse Bernard. Nous représentons les éditions Memoring. Donc, pour nous présenter brièvement, maison d'édition située à Saint-Macaire. Et en fait, nous avons retenu 3 titres de notre spécialisé en histoire. Et nous avons donc retenu 3 titres de notre collection phare, consacrée donc aux figures de la Nouvelle-Aquitaine. Quand nous parlons de figures Nouvelle-Aquitaine, donc cette collection a été créée en 2022. Nous sommes actuellement sur 35 titres et un 36e arrive très prochainement, consacré à la fondation John Bost. Là, nous avons retenu donc ces 3 derniers, qui sont respectivement François Mitterrand, Sophie Blanchard et Maurice Ravel. L'objet de la collection, en fait, est d'aborder et de vous présenter des personnages, hommes, femmes, quelle que soit l'époque dans laquelle ils ont vécu, et surtout quelle que soit peu importe leur activité, à partir du moment où ils ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors moi je vous présenterai François Mitterrand. Bon, est-il nécessaire de le présenter? Non, je ne crois pas. En revanche, cet ouvrage a été donc rédigé par Christian Amalvi, qui est aussi notre directeur de collection et qui est professeur à Montpellier d'histoire. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur d'avoir une préface aussi de Pascal Horry, de l'Académie française, qui a très très bien connu, puisqu'il s'est engagé aussi tout le monde du socialisme à l'époque donc de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand et même précédemment. L'originalité de cet ouvrage, comme en fait l'originalité de ces 3, ce sont des ouvrages que nous voulons de petits formats, très accessibles financièrement, et qui présentent soit effectivement qui sont effectivement des synthèses de ce qu'on connaît déjà des personnages, ou alors qui abordent des sujets un peu nouveaux et novateurs, ce qui sera le cas pour les 2 autres ouvrages que vous présentez, Maryse. François Mitterrand, ici, son originalité, en fait, est que Christian Amalvi nous livre ici un regard sur la culture, voilà, de tout le domaine culturel, le monde culturel qu'a connu et initié François Mitterrand. C'est pour ça que plus que les Charentes et les Landes auxquelles nous le rattachons habituellement, il évoque aussi les grands monuments, la fête de la musique, nous allons bientôt connaître, le Louvre, etc., etc., etc. Donc voilà ce qu'a souhaité présenter ainsi Christian Amalvi. Je me permets aussi de rajouter qu'un autre François Mitterrand arrivera, puisque comme vous le savez, nous fêterons son anniversaire à partir de l'année prochaine et sa naissance en janvier 1916, et qui sera consacré, lui, à François Mitterrand et son action sur la Nouvelle-Aquitaine, dans la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc il me semblait intéressant déjà d'associer ces 2 titres. Et je laisse la parole maintenant pour les 2 autres personnages à Maryse. Merci. Alors, nous sommes spécialisés en histoire, nos livres sont faits par des historiens très sérieux, mais ce qu'on voulait vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que les personnages qu'on présente, ça peut aussi être des personnages de romans. Et en particulier les 2 dont je vais vous présenter, Sophie Blanchard. Alors je pense que personne d'entre vous n'a entendu parler de Sophie Blanchard. Cette dame est passée complètement à l'oubli, dans l'oubli. C'est une de ces femmes aventurières incroyables, parce que figurez-vous que c'est la première femme à avoir volé. C'est la première femme à avoir volé en ballon. On a écrit une phrase que je déteste, beaucoup plus qu'une femme de Sophie Blanchard est aujourd'hui une légende parmi les pionniers de la conquête de l'air. Parce qu'effectivement, au départ, il y avait son mari qui était soi-disant l'inventeur du parachute, qui était le premier homme à avoir traversé la Manche en ballon, qui était en bis-bis avec les montgolfiers pour savoir qui de l'un ou de l'autre avait fait ces merveilleux exploits. Et puis ce monsieur, il est mort, parce qu'il a eu un accident de ballon, c'était dangereux. Et c'est là où Madame Sophie Blanchard est arrivée.
est arrivée, elle a pris la place de son mari. Dans une société, c'est quand même, on est quand même à l'époque napoléonienne et restauration, donc on n'est quand même pas dans une société la plus féministe au monde. Et cette femme est arrivée et elle est devenue une star absolue. Elle est devenue une star absolue par son audace, parce qu'elle faisait non seulement des balades en ballon, c'est la première femme à avoir fait ça, mais elle faisait aussi de la pyrotechnie, parce que tant qu'à faire, j'ai un ballon gonflé au gaz et puis en bas je fais de la pyrotechnie. Elle faisait des balades la nuit, enfin elle a fait des choses absolument incroyables. C'était la star, comme je vous disais, absolue. Elle a fait des spectacles pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, pour la naissance du roi de Rome. Et hélas, quand on est trop posé, elle est morte aussi. Voilà. Son ballon a pris feu à Paris lors d'une exposition, une exposition, et elle est décédée. Et il faut savoir que Dostoïevski, dans Le Joueur, parle d'elle. Jules Verne, dans 5 semaines en ballon, parle d'elle. Et cette dame, elle est née dans un tout petit village qui s'appelle Yves, ou Trois-Canons, à côté de l'île de Ré. Donc, on a une vraie volonté, et c'est une véritable pionnière, on peut parler d'émancipation féminine aussi, si on veut d'ailleurs, et ça fait vraiment partie de notre collection aussi de mettre en avant des personnalités peu connues ou un peu oubliées par l'histoire et qui méritent largement d'être mis en lumière. Voilà. Tu voulais dire rajouter quelque chose sur Sophie? Alors, ensuite, Maurice Ravel. Alors là, vous le connaissez un peu mieux, hein, ça c'est sûr. Je ne vais pas vous dire qui est Maurice Ravel. Comme vous savez, on est dans le 150e anniversaire de sa naissance. Il est paru chez Gallimard un énorme bouquin sur toute la correspondance de Ravel. Et nous, on a fait autre chose. On a fait autre chose parce qu'on Ravel, on sait, proche du Pays Basque, donc il a un lien forcément avec notre grande région. Mais nous, on a demandé à un auteur qui a été, alors là, je vais me dire des conneries, le patron de la DRAC, Pays de Loire, voilà, passionné de musique, qui a participé à un dictionnaire de la musique, dictionnaire amoureux de la musique, de m'écrire un livre sur Ravel pour le découvrir d'une manière différente. Parce que Ravel, il faut savoir que c'est un des musiciens les plus joués au monde, qui est connu pour un morceau, le boléro, et qui est loin d'être celui qu'il préférait. Et il y a eu un film, d'ailleurs, récemment, il y a eu un film sur lui qui montrait déjà une grande ambiguïté sur ce personnage. On imagine un dandy, alors que derrière, vous découvrirez que c'était un bourreau de travail, passionné de musique du monde, qui fuyait les mondanités, une vie personnelle excessivement secrète, ce qui amène plein de supputations autour de lui. Donc, un moyen de découvrir un personnage à travers l'histoire et à travers son intime. Comme je vous disais, des personnages qui sont vraiment des personnages de roman. Voilà. Et dernière petite chose, nos auteurs, parce que j'ai déjà discuté avec certaines médiathèques, nos auteurs historiens sont tout à fait disponibles pour venir présenter leurs ouvrages. Et je crois déjà que Sophie Blanchard sera la manifestation, c'est un festival international des montgolfières qui a lieu à Marmande en 2026. Voilà. Merci. Donc, je suis Emmanuelle Boiset des éditions Finitude et cette année pour la rentrée littéraire, on vous propose le nouveau roman de Joseph Incardona. Joseph Incardona, un certain nombre d'entre vous le connaissent. Pour les autres, c'est l'auteur de Stella et l'Amérique que vous avez actuellement en librairie, en édition Pocket, puisqu'il est sorti il y a quelques mois. Et petite parenthèse, le scénario est en cours d'écriture pour l'adaptation long métrage. Pour Stella et l'Amérique. Donc, Joseph revient avec un roman totalement inattendu, puisque c'est l'histoire d'une vengeance, et de la vengeance d'une sirène. Ève est une sirène professionnelle, de celles qui se produisent dans des shows aquatiques, dans les plus grands aquariums tout autour de la planète. Mais Ève, elle a quelque chose de particulier, c'est que sa queue en silicone cache un terrible secret. En fait, ce secret explique pourquoi elle est aussi merveilleuse sous l'eau que malhabile quand elle marche. C'est qu'il y a quelques années, Ève a été renversée par une voiture, laissée pour morte au bord de la route. Le chauffard est parti et l'a abandonnée là comme un paquet de linge sale. Et elle a passé 5 ans dans le coma.
Bien sûr, les chirurgiens ont fait tout ce qu'ils ont pu et ils lui ont donné cette plastique de poupée Barbie qui fait qu'elle est très réputée dans son métier et qu'on adore la regarder et qu'il y a des posters d'elle dans les chambres des petites filles. Mais ils n'ont pas pu faire deux choses pour elle. Ils n'ont pas pu lui rendre ses jambes et depuis elle marche sur des prothèses en titane et ils n'ont pas pu lui rendre le bébé qu'elle avait perdu. Alors Ève, après ses 5 ans, après tout ce qu'elle a vécu, etc., c'est une femme qui se bat, c'est une femme fracassée, mais qui veut s'en sortir, et pour elle, elle a un seul moteur, c'est la vengeance. Elle veut le trouver le coupable, elle veut trouver qui a fait ça, qui l'a abandonné comme ça, comme un objet au bord de la route, et qui lui a volé sa vie, en fait. Pour cela, elle va parcourir le monde à la recherche du coupable. Et croyez-moi, au moment où elle va le retrouver, la vengeance sera aussi terrible qu'inattendue. Vous pouvez faire confiance à Joseph Incardona pour un final absolument spectaculaire. Mais donc, en attendant de retrouver ce coupable, de retrouver ce chauffard, elle sillonne la planète pour les besoins de son métier et de sa quête. Et là, elle s'aperçoit que, somme toute, le monde, il est aussi fatigué qu'elle, il est aussi épuisé, que ce soit par la pollution, la surconsommation, par les caprices sans fin d'une humanité qui en demande toujours plus. En fait, elle s'aperçoit que, comme elle, le monde cache ses souffrances et son vide derrière des paillettes. Bien entendu, donc, ce roman est un roman de vengeance, mais c'est aussi une fable écologique, c'est aussi une fable humaniste, et dans lequel Joseph Incardona revisite, alors un peu façon Cronenberg, le mythe de la petite sirène et l'histoire de la petite sirène d'Andersen. On retrouve dans Le Monde est fatigué tout ce qui faisait et tout ce qui fait la force des romans de Joseph Incardona. On a une héroïne extraordinaire, hors norme, qui a des capacités et une manière de se battre et une force assez étonnante. On retrouve une terrible efficacité narrative. C'est souvent le cas des romans de vengeance qui vous tiennent, puisque eh bien, on découvre d'abord ce qui lui est arrivé, on cherche avec elle qui et pourquoi, et enfin, on a la vengeance qui arrive. Et aussi, on a cette capacité qu'il a, à travers le roman, de nous faire passer un certain nombre d'idées, un certain nombre de constats sur la société contemporaine, sur le monde qui nous entoure. Ça n'est jamais moralisateur. Joseph, il montre. Après, c'est à vous, c'est au lecteur d'en déduire ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de vous faire la morale et de mettre le doigt sur les choses à faire. Et on retrouve aussi, surtout, la beauté, l'efficacité de sa langue. Bref, avec ce roman-là, après Stella et l'Amérique, qui était vraiment une comédie noire, on retrouve le versant tragique de son écriture. On est beaucoup plus dans la lignée, pour ceux qui l'ont lu, de la soustraction des possibles. Et c'est vraiment un roman qui est une très très grande réussite. Comme je suis ici, je profite 2 minutes, j'en avais pas parlé à Chloé, donc il n'y a pas de visuel, pour vous dire qu'on a un très beau projet pour le mois d'octobre, puisque en fin d'année, on va fêter le 250e anniversaire de la naissance de Jane Austen. Et à cette occasion-là, on publie l'intégralité de la correspondance de Jane Austen avec sa sœur Cassandra. C'est inédit à plus de 80%, ça fait 560 pages, 1000 notes, c'est un énorme boulot. Que l'on a voulu néanmoins extrêmement accessible, c'est-à-dire que la notation permet de comprendre l'époque, la vie des uns et des autres, de comprendre ce qui est sous-entendu et ce qui, dans la vie quotidienne, ce qu'on ne comprend pas. La notation fait aussi des rapports avec ses romans, à chaque fois qu'il peut y avoir un lien entre sa vie et un roman, ça a été indiqué. Et enfin, Jane et Cassandra vivaient ensemble, elles étaient toutes les deux célibataires. Et donc, il y a des moments, il y a des grands trous dans la correspondance, puisque, de facto, elles ne s'écrivent que quand elles sont séparées. Donc, entre ces trous-là, on les a remplis en faisant des articulations pour expliquer ce qui s'est passé pendant ces semaines, ces mois, voilà, entre les lettres. Ce qui permet de faire finalement le roman de la famille Austen,
sachant que cette correspondance est quasiment le seul document de première main sur la vie de Jane Austen, puisque en fait, on a très très peu d'indications et de documents la concernant d'époque. Voilà. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Bérangère Pont des éditions Lire des Marges et ce soir je vais vous présenter deux ouvrages. Le premier, un beau livre, un grand format, J'écris dans les franges, qui est sorti le 22 mai. C'est un ouvrage collectif coédité avec le Musée de la Création Franche. Et... D'accord, c'est mieux comme ça ? Donc un ouvrage collectif, coédité avec le Musée de la Création Franche et composé de textes inédits, écrits en résonance avec 25 œuvres issues des collections du musée et qui sont bien sûr reproduites dans le livre. Alors pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le Musée de la Création Franche est un musée d'art brut et apparenté, qui a été créé à Bègles en 1989 et qui rassemble aujourd'hui plus de 20 000 œuvres. Et c'est aussi un musée qui vient d'être reconnu récemment Musée de France et qui va prendre une dimension en tout cas importante au niveau de la métropole bordelaise. Pour faire ce livre, nous avons proposé une carte blanche à 7 auteurs publiés chez Lire des Marges. Alors certaines, je pense à Lydie Salver ou à Sophie Coiffier, qui sont récemment entrées au catalogue de la maison d'édition, mais d'autres aussi, comme Derek Munn, Patrice Luché, Juliette Keating, Jean-Paul Angélibert et Éric Chevance, je crois que je n'ai oublié personne, ils sont 7, qui sont déjà des piliers de la maison d'édition, si je peux le dire ainsi. Alors tout a commencé par des déambulations dans les réserves du musée, le musée lui-même étant actuellement fermé au public pour des travaux d'aménagement et d'extension. Donc c'est dans les réserves qu'on a invité les auteurs à se promener. Là, ils ont découvert des œuvres issues de dispositifs de création hors normes. Tout cela a été évidemment accompagné par Hélène Ferbos, qui est la directrice du musée. Et donc ils ont découvert effectivement ces œuvres assez étonnantes et des représentations du monde qui évidemment questionnent l'ordre établi. Leurs créateurs et créatrices ont en commun d'être tous autodidactes, mais aussi ils ont en commun d'avoir des vies souvent bousculées, traversées par la précarité et parfois par la maladie mentale. Chacune des œuvres choisies par chaque auteur, souvent en écho à son travail, s'est ainsi transformée en matière à écrire. Alors à la diversité des créations plastiques répond celle des écritures qui empruntent librement différents chemins, ceux de la fiction pour certains, de la critique pour d'autres, de la poésie, je pense à Patrice Luché, de la biographie, mais très souvent de l'inclassable. Une petite info pour terminer sur ce livre, nous ferons la soirée de lancement à la bibliothèque de Bègles le 27 juin prochain, en présence des 7 co-autrices et de quelques artistes qui vont faire le déplacement pour l'occasion. Il y aura des lectures, une exposition, etc. Et ben voilà, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour découvrir ce livre et puis les œuvres aussi qui seront exposées. Alors, je vais passer au second livre. Donc, celui-ci est vraiment le livre de la rentrée pour Lire des Marges. Il s'appelle Code Camille. Il n'est pas encore arrivé de chez l'imprimeur, ça ne saurait tarder. Donc, je vous ai préparé dans les petites pochettes des extraits. Mais bien évidemment, sur simple demande, je vous enverrai un service de presse. Alors, c'est un roman de Sophie Rabot. Sophie Rabot, c'est quelqu'un qui aime mélanger les genres et qui a publié notamment des essais fictionnels chez Anacarsis et puis aussi des romans biographiques aux éditions Pérégrine. Je pense notamment à un roman assez récent qui s'appelle Lady Di, qui est sur l'histoire d'une fameuse princesse.
Code Camille, c'est un roman d'apprentissage qui est à la fois drôle, tendre et décalé, et c'est un roman sur l'adolescence. Camille, c'est une jeune fille qui entre en 3e dans un collège pas très loin de Bordeaux, dans une petite ville qui s'appelle Bleu-sur-Douze. Et Camille, elle est amoureuse de sa prof de français. Alors, être amoureuse de ses profs, normalement, c'est plutôt un truc de bon élève, mais Camille n'est pas bonne élève. Sauf en informatique, et Camille, d'habitude, n'est pas amoureuse de ses profs, sauf de Madame Marchand, sa prof de français, et ce, depuis la 6e. Alors, comme elle entre en 3e, c'est une histoire qui commence un peu à durer. D'après ce que c'est Camille, et c'est une phrase très importante dans le roman, les profs n'ont pas le droit d'être amoureuses de leurs élèves, mais le contraire, ce n'est pas interdit. Et cette année, Camille, elle a décidé de déclarer sa flamme à Madame Marchand, et elle a un plan. Car Madame Marchand, au fond, elle l'a chargée de quelque chose que Camille maîtrise très très bien, à savoir numériser des textes. Et donc elle va lui demander de numériser les textes littéraires qu'ils vont étudier tout au long de l'année. Au fil des mois, Camille va truffer les textes de Corneille, de Montaigne, de Baudelaire, de Sandrars, ou encore d'une certaine Patricia Orlando. Je vous laisse imaginer qui est cette autrice, peut-être un peu moins connue que les autres. Donc elle va truffer tous ces textes de déclarations d'amour, plus ou moins explicites, en imitant le style des écrivains et en s'inspirant du codage informatique. Alors Camille réussira-t-elle à persuader Madame Marchand de venir se promener avec elle sur les bords de la rivière pour y parler d'amour? Vous vous doutez bien que non, et finalement c'est assez heureux. Car sa prof de français, au fond, c'est quelqu'un qui a d'autres préoccupations que le roman, avec beaucoup d'humour, développe. Alors bien sûr, les différents échecs des déclarations de Camille à sa prof, les malentendus qui en découlent, constituent les nombreux ressorts comiques de l'histoire. Pourtant, de texte en texte, au fil des mois, eh bien, Camille grandit. On sait que l'année 3e, c'est quand même une année où les adolescents évoluent énormément. Camille grandit, elle se prend au jeu de la poésie, et d'une certaine manière, elle apprend à lire en même temps qu'elle apprend à aimer. Alors, Code Camille, vous l'aurez compris, c'est une fiction divertissante et souvent assez ironique, au fond. Et je dirais que c'est une fiction qui est quand même beaucoup moins légère qu'elle n'y paraît au premier abord. Alors, si Sophie Rabault ne fait pas de l'homosexualité des personnages, celle de Camille, mais aussi de sa prof de français, on le découvre au fil du roman, si Sophie Rabault n'en fait pas un sujet en soi, et il me semble que c'est une très bonne chose, elle se demande quand même comment on fait quand le désir LGBT se combine avec un désir interdit pour l'adulte. Sophie Rabault joue clairement avec les codes du roman jeunesse, tout en s'adressant aux adultes, et détourne la forme du manuel scolaire pour faire de cette histoire un roman d'apprentissage, une éducation littéraire et sentimentale d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bonsoir. Donc je vais commencer pour le bord de l'eau. Je vais vous présenter 2 livres. Je vais faire dans l'ordre de parution. J'ai commencé par Panlibéralisme de Kayla Gillespie, qui a déjà publié chez nous l'année dernière Manufacture de l'homme apolitique. Delphine fait mieux son travail que moi. Qui en est à son 4e ou 5e tirage, qui en fait les 2 peuvent se lire indépendamment, mais qui sont, en tout cas dans sa pensée, dans son œuvre, une forme de suite. Elle est agrégée de philosophie et professeure de philosophie à Paris, même si elle se déplace beaucoup. Et Panlibéralisme, en fait, elle a commencé à l'écrire à la fin de l'année, 2024 et début d'année 2025, et elle visait à construire un terme, donc panlibéralisme, qui était une fusion et en même temps un résumé de deux symptômes ou phénomènes qu'elle analysait, à savoir d'une part le libéralisme autoritaire
le néolibéralisme autoritaire d'un Trump, et d'autre part le libertarianisme de Musk. Alors je sais ce que vous allez me dire, Trump et Musk se sont embrouillés il y a 10 jours. Mais ça ne rend pas le livre inutile, puisque bon, elle part évidemment d'un constat que de plus en plus de gens font, mais qu'elle systématise avec une analyse notamment des textes philosophiques. À savoir, oui, je déteste parler dans un micro, je pense que vous l'avez remarqué. Mais j'essaye de parler fort, j'espère que d'ailleurs vous m'entendez, même si j'ai pas le micro. Bon. Mais merci. À savoir que le panlibéralisme repose sur l'asservissement de l'État au profit des puissances économiques. L'asservissement de l'État qui en même temps garde une force répressive pour bénéficier aux puissances économiques. Et ce qui bascule notamment sur le fait que les personnes entre elles peuvent s'embrouiller, notamment Musk et Trump, puisque leur fonctionnement est profondément lié à la violence. Et que leur fonctionnement, qui est donc un fonctionnement de prédation et de féodalisme, peuvent parfois avoir des intérêts qui eux-mêmes, entre les prédateurs, s'entrechoquent, qui donc peuvent créer de la violence, y compris entre eux. Mais en fait, violence qui n'est pas nécessairement irrémédiable, puisqu'on voit encore une fois qu'ils sont à nouveau en train de se rabibocher, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais Musk s'est excusé il y a 2 jours, parce que manifestement il y a des intérêts économiques qui à nouveau ont besoin de la puissance militaire et policière des États-Unis, d'Amérique cette fois l'État. Et la deuxième partie, elle bascule aussi sur l'importance pour le panlibéralisme, à la fois de l'écocide, puisque c'est une exploitation des ressources matérielles, mais aussi scientifiques et naturelles de la planète, et également une forme de racisme, puisque par définition, ça suppose une hiérarchisation des êtres vivants, y compris des humains. Ça, c'était le premier livre. Et le deuxième livre, La vie de Cassos, de Clément Reversé. Clément, donc, qui est un jeune chercheur, il est maître de conférences en sociologie à l'Université de Toulouse. Le livre est issu de sa thèse qu'il a soutenue, elle, à Bordeaux, en sociologie, donc. C'est une monographie qui avait été la thèse donc, financée et soutenue par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et qui, donc, est une analyse de ce qu'il appelle des territoires qui vont bien, au sein duquel la population donc, des Cassos est d'autant plus marginalisée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pris son public d'analyse, ce sont des jeunes principalement de Gironde et de Charente-Maritime, c'est-à-dire des territoires, quand on parle de ces 2 départements, comme on a tendance à se dire, sont plutôt des endroits qui, par rapport à d'autres, ont tendance à bien vivre, et également de Creuse, mais de manière beaucoup plus... il y a moins de monde aussi, tout simplement, mais il y a de manière beaucoup plus réduite l'échantillon, et qui, c'est la première étude sociologique, en fait, qui ne traite pas de ce que lui appelle l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire les classes ouvrières qui sont extrêmement valorisées dans le discours public, uniquement dans le discours, hein, pas nécessairement dans la pratique économique. Par exemple, tous les ouvriers qui ont été, ce que Macron avait appelé, je sais jamais, les premiers de cordée pendant le Covid, je crois, enfin bref, tout ça, et qui donc aujourd'hui sont souvent cités comme étant des victimes du macronisme. Il ne voulait absolument pas étudier ça, mais il voulait étudier ceux qui, y compris au sein de la classe populaire et y compris au sein de la classe ouvrière, sont dédominés et sont stigmatisés. Donc ce qu'on appelle les cassos, c'est-à-dire ceux qui, globalement, sont considérés par tout le monde comme étant des assistés, des gens qui n'ont pas de travail, qui ne foutent rien, etc. Évidemment, ce qui montre, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que cela, et que l'injonction, et après je vais terminer là-dessus parce que je vais laisser parler Delphine, l'injonction qu'ils reçoivent systématique au travail à la sortie de la précarisation, donc à faire des efforts, etc., et précisément souvent, la plupart d'entre eux, ce qui les maintient dans la précarité, puisque ça les pousse notamment à accepter des contrats et du travail qui en fait n'est pas du tout rémunérateur, qui n'est pas du tout satisfaisant, et qui les maintient dans le piège de ne jamais pouvoir construire une vie autonome. Clément étant bordelais, il est évidemment largement disponible, puisque même s'il est prof à Toulouse, il vit encore à Bordeaux. Le prof à Toulouse, c'est les charmes des affectations universitaires. Il est évidemment disponible pour faire des dédicaces, des rencontres, etc. Et je laisse la parole à Delphine. Je vais changer de slide. Pour vous parler du festin. Donc en décembre 2023, le Bordelot a repris la revue Le Festin. Et donc depuis, on a surtout essayé de trouver notre rythme. Donc l'équipe de rédaction est restée la même de la revue. Et donc on se concentrait uniquement sur la revue qui est un trimestriel, donc qui sort à chaque saison. Le dernier sorti est paru la semaine dernière, s'appelle Dans nos îles. Donc la thématique c'est l'insularité. Et là on a
tout plein d'articles qui traitent à chaque fois de tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Le prochain numéro sera le 135 et paraît en septembre. Et là, on est plutôt sur une thématique sur les migrations. Ça s'appellera Le Sud-Ouest d'ici et d'ailleurs. Et bon, si vous voulez, je pourrais en parler plus amplement avec vous si jamais vous avez des questions sur ce numéro. Mais là, je vais surtout vous parler du hors-série. C'est le premier qu'on sort depuis la reprise. Maintenant qu'on a trouvé notre rythme, on peut se permettre de reprendre des hors-séries, et notamment en reprenant une vieille formule du festin, qui est la formule des 101. Je crois que c'est une formule endémique qui existe depuis 2006 pour le festin. Donc en fait, c'est sur la base de 101 notices. Ici, donc, on se concentre sur la Bordeaux Métropole en 101 merveilles naturelles. Donc c'est le territoire bordelais, c'est girondin. Et en fait, c'est une formule qui est à la fois composée d'un fond très riche et en même temps illustré toujours avec beaucoup d'images et de photographies, et notamment de cartes. Et en même temps, c'est un guide aussi. Et ça peut servir de guide pratique pour les personnes, en général girondins, bordelais, qui connaissent leur territoire, mais qui pourraient aussi approfondir un peu leurs connaissances dessus. Donc, ici, comme c'est un écrit en partenariat avec Bordeaux Métropole, on traite de toutes les communes qui en font partie, à savoir 27 communes, qui sont donc divisées en 101 notices. Pour ce faire, on a divisé le territoire en 4 bouts de territoire. Donc on commence par la rive droite, donc qui part du bec d'Ambès jusqu'à Bouillac. Ensuite Bordeaux, bon bah Bordeaux, tout le monde connaît Bordeaux. Et puis après on est sur Bordeaux Sud, donc les Graves, de Bègle jusqu'à Mérignac. Et enfin on remonte, et la boucle est bouclée avec les Jalles, de, si je dis pas de bêtises, de Martignas jusqu'à Parempire. Donc voilà, on brosse tout le territoire, et on a aussi des pages spéciales sur, à chaque fois ce sont des doubles pages, évidemment sur la faune et sur la flore, endémique à Bordeaux, donc oui, on parle de la cistude. On a aussi une double page sur les refuges périurbains bordelais, avec une carte où ils sont tous répertoriés, et puis on finit avec une page sur la piscicole Bordeaux-Lacano, parce que les Bordelais adorent aller prendre l'air de l'océan. Donc voilà, il sort le 9 juillet, le mois prochain. Il a le même format que la revue, c'est-à-dire c'est un 144 pages, donc ça ressemble à ça, et ça a le même format. Et par contre, il est moins cher, il est à 15 € au lieu de 20. Donc voilà. Et on finit là-dessus. Bonjour. Quelques mots pour commencer, parce que ma maison n'est absolument pas connue, ou très peu connue dans la région. Même si nous avons 20 ans d'existence, nous sommes que depuis 3 ans dans la région des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes basés entre Dax et Orthez, ce qui n'arrange rien, puisque nous sommes dans un petit village de 150 ou 180 habitants. Donc il faut vraiment chercher pour nous trouver. Bon, je plaisante parce que c'est pas comme ça qu'on fait pour se faire connaître, vous le savez. Nous, on fait beaucoup de salons du livre, et c'est peut-être là que certains éditeurs ont pu me rencontrer. Comme je n'ai pas la mémoire des têtes, excusez-moi pour ceux que j'ai déjà rencontrés et que je ne salue pas. 20 ans d'existence, nous étions dans le nord, le vrai nord, celui avec un N majuscule, qui est près de la Belgique. Voilà. Et là-bas, nous étions très spécialisés, c'est le plus gros éditeur de beaux livres sur toute la région, notamment le littoral de la Côte d'Opale et de la Somme, la Picardie. En arrivant ici, il n'était pas question de continuer les beaux livres, puisqu'il y a des très beaux faiseurs, il y a des très bons faiseurs qui font de très beaux livres, et je les félicite. Et ce n'est pas la peine de se battre quand on peut faire autrement. Parce que autrement, pour nous, c'est le polar. On avait déjà bien travaillé le polar dans le Nord, et maintenant, on le travaille par ici, avec parfois des auteurs de la région. Ce qui n'est pas le cas des 3, mais qui est le cas du premier et du deuxième. On a la chance que la région est très grande, donc ça peut aller de Périgueux à Anglette, pour nous, hein, et en passant par Bordeaux également. Je vais vous parler donc de cette collection qui a une 30aine de titres pour le moment, qui est en poche, mais qui va passer dès le mois prochain pour les nouveaux titres en format A5. On l'a fait il y a
je sais pas, mettons 10 ans, 15 ans même, et maintenant on le fait en poche. On l'a fait en poche et on revient pour des coûts, pour des problèmes de coût. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je suis venu pour présenter les livres. Le tracker, cette autrice, c'est amusant, c'est par hasard, elle est originaire du Nord également. Mais je n'ai pas fait ce choix pour ça, j'ai fait ce choix pour la qualité de son travail. C'est un livre polar psychologique. C'est une commissaire qui est basée donc dans le Pays Basque et qui doit démêler une affaire de viol et de crime. C'est-à-dire, il y a un serial killer, pour parler français, qui enlève des femmes, les viole et les tue. C'est tout simple, ça se passe comme ça, naturellement. Mais ce qui n'est pas aussi naturel et ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que la commissaire a perdu de vue, pour l'instant, dans l'histoire au début, a perdu de vue sa sœur jumelle, et ses collègues essaient de lui faire comprendre que si elle ne la retrouve pas, il est fort probable qu'elle ait été enlevée et qu'il y ait peu de chances depuis tant de mois qu'elle la retrouve vivante. Mais peut-être la gémellité fait qu'elle a un sens très fort qui lui fait penser qu'elle est toujours vivante. Alors, est-ce qu'elle va avoir raison? Alors, c'est un thriller psychologique. Tout est basé sur comment la commissaire va réussir à trouver, puisque bon, vous n'êtes pas forcément les lecteurs, donc je vous donne la solution. Et donc, ils vont réussir à retrouver vivante, après si longtemps, la commissaire. Psychologique, parce qu'on démonte complètement la psychologie du criminel et puis de la commissaire, et on évoque également les possibles rapports de gémellité. Pour le deuxième, qui est plus récent, mais ça n'a aucune importance, Laisser le soleil s'éteindre, c'est un beau titre. Moi, je l'ai choisi parce que c'était le titre d'un des paragraphes, et le titre, je ne me souviens plus, mais il n'était pas aussi beau. Il est beau, quoi. Pour moi, il est beau. Mais le livre, lui, est très, très noir. C'est pour ça qu'on a mis une couverture un peu claire, peut-être, je ne sais pas. C'est une histoire de vengeance. Alors, on peut dire que c'est un peu classique, mais dans le polar, tout est plus ou moins classique. On tue et on cherche à trouver le tueur. Et là, on a beaucoup de mal. C'est un livre qui est très gros, qui fait plus de 600 pages en poche. Il est exposé là-bas. Et dans lequel on n'imagine pas pourquoi la personne qui se venge est aussi violente. Mais violente à un point que je n'avais jamais vu dans les livres policiers. Bon, je raccourcis puisqu'on me fait signe que... C'est vrai que je suis arrivé en retard, donc c'est peut-être une punition. On va aller vite. Alors, le troisième, c'est un peu plus classique. Villerval est un auteur qui habite dans le Périgord. Et son livre, ça commence par un personnage qui découvre que son fils est mort. Il est divorcé avec sa femme où vivait le fils et qu'il n'a pas été prévenu. Donc, il est très mal et il essaye de voir ce qui se passe et peut-être va-t-il se venger. Je vais interrompre parce que un polar, j'aime pas donner la solution. Voilà. Donc c'est assez fort et c'est un petit peu une double histoire quand même. Je termine là-dessus. Il y a ce fameux crime et d'autres violences, mais il y a aussi une histoire d'amour entre deux personnages forts du bouquin. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, Patricia Martinez, édition Passiflore à Dax dans les Landes. D'abord, je voudrais remercier Chloé pour l'organisation et puis vous remercier d'être là et d'accorder votre temps à l'édition indépendante en Nouvelle-Aquitaine, qui en a bien besoin.
voilà, d'un peu d'attention de nos amis libraires et bibliothécaires. Ce Cini Passiflore, qui existe depuis 2009, a deux collections historiquement. On a un livre sur deux à peu près, on ne fait pas exprès, mais c'est comme ça, qui traite de la région, et puis un sur deux, et là c'est 2 sur 3, qui sont des livres, des romans, littérature blanche, contemporaine, auteurs français, thème de société. En ce qui concerne les livres sur la région, je vais vous parler aujourd'hui d'Images des Landes de Gascogne. Nous avons publié un livre qui s'appelle La folle histoire de Félix Arnaudin. Félix Arnaudin, c'est un Landais célèbre qui est un grand témoin de la vie dans les Landes avant l'implantation industrielle des pins. Il est décédé en 1921. Jean Tucot-Chalat, qui est celui qui a rassemblé et préparé ce livre, est un grand connaisseur de Félix Arnaudin. Et il a, parmi ses recherches, trouvé des photographies prises par une jeune Allemande d'une trentaine d'années qui préparait une thèse sur la vie rurale en Gascogne. Et il a été ému par ces photographies qui sont le témoignage de la vie de nos ancêtres juste avant la guerre de 39-45. C'était une Allemande. Imaginez les difficultés qu'elle a pu avoir pour collecter des informations sur la vie au sud de la Gironde et dans le nord des Landes essentiellement. Ce sont des photographies qui ont un regard féminin et qui dépeignent avec beaucoup de tendresse, voilà, c'est le mot que je cherchais, la vie de nos ancêtres. Voilà, c'est un livre qui marche très très bien, qui est très bien accueilli. Il est consultable sur la table. Ensuite, je vais vous parler des 2 romans que nous venons de sortir. Chantal Etchery. Bon, Chantal Etchery, c'est notre autrice vedette. Elle a, entre autres, eu le prix de la nouvelle de l'Académie française, avec un livre qui s'appelle « Histoire à lire au crépuscule ». C'est quelqu'un c'est une contemplative. Elle a beaucoup écrit sur la nature et sur les animaux. Elle a écrit sur notamment les chats, un livre magnifique de 200 pages sur le chat de sa vie, et dont on ne se lasse pas. Et puis là, depuis 2 titres, elle est passée à autre chose, et elle nous a livré 2 textes sur les relations toxiques dans les couples. Le premier, ça s'appelle « Les jours de sable ». Il a été publié il y a 1 an à peu près. C'est un couple qui est face à lui-même, en fait, et face au temps qui passe. Ils sont perdus dans le désert. Et comment vont-ils réagir alors qu'ils savent que leurs jours sont comptés? C'est très beau. L'écriture de Chantal Etchery est tout en délicatesse et tout en suggestion. Je vois quelqu'un qui opine du chef, et je vais apprécier Chantal. Ainsi qu'un lion dévorant, c'est autre chose. C'est aussi une relation toxique. C'est l'histoire, ça se passe dans les années 70, au moment où les femmes, la libération de la femme, la libération de la sexualité, et ces femmes qui se croyaient libérées, en fait, pouvaient tomber très facilement sous l'emprise d'un homme. Donc c'est une histoire d'emprise. C'est l'histoire d'une très jeune fille qui va tomber follement amoureuse de quelqu'un qui est en fait un prédateur, un lion, qui va lui manger 10 années de vie. Donc c'est petit à petit une descente aux enfers de cette très jeune fille entre les mains d'un notable. Voilà. Donc c'est un thème qui est souvent traité, l'emprise, c'est ce qu'on nous dit. Mais là, il est traité avec la plume de Chantal, si je puis me permettre, qui est une plume remarquable. Le deuxième roman s'appelle Le bleu des flammes. C'est un premier roman. Alice Migné a 32 ans. Lorsqu'on a reçu ce texte, on a été tout de suite très attiré par une écriture qui n'est classique et qui n'est plus courante du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un petit peu la mode, c'est des phrases courtes, des phrases chocs, des mots,
une écriture ciselée. Là, c'est l'inverse, en fait. Alice, elle a une écriture classique, avec des phrases longues, mais très poétiques. Donc ça, c'est par rapport à son écriture, qui est remarquable et qui sort de l'ordinaire aujourd'hui. Ensuite, l'histoire. L'histoire, le titre aurait pu être « L'enfant écureuil ». D'ailleurs, c'est sous ce titre-là qu'elle nous l'avait proposé, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui naît avec le drame de l'incendie qui va détruire la ferme familiale. Donc, sa maman est enceinte de lui, la maison brûle, et l'enfant naît. Donc, elle est traumatisée, et elle ne va pas accepter cet enfant comme elle a accepté ses 3 aînés. Donc, ce petit garçon, il va se réfugier dans la nature. Et dans la nature, et en particulier dans les arbres. Donc, le bleu des flammes, c'est le bleu du feu intense, et c'est aussi le bleu de l'âme. Il y a l'hypersensibilité qui est traitée dans ce magnifique roman, et il y a aussi les traumatismes qui passent d'une génération à l'autre, dont on ne se rend pas compte, mais on peut être marqué par un traumatisme de ses parents, de ses aïeux. Ce livre est un des coups de cœur très récents du 5e art à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, l'un de vos confrères qui n'est pas là, parce qu'il est au sud d'Aquitaine, qui n'est pas là ce soir. Ces 2 ouvrages sont également consultables sur la table. En matière de littérature, on a changé de charte graphique, donc tous nos livres maintenant sont monochromes avec une gravure qui, excepté pour ce titre-là, est redondante avec le titre, mais sinon apporte autre chose. C'est un élément de l'histoire en fait. Voilà. Si j'ai 2 secondes encore, je vais parler de Tang Loaek, dont on va publier un livre cet été. Et j'ai pas envoyé le visuel à Chloé. Il a écrit un livre qui s'appelle Anya, fille d'Ukraine. Tang est franco-chinois. Il a écrit un premier livre sur les enfants en Chine qui s'appelle Les enfants maigres, les enfants maltraités en Chine et kidnappés pour aller travailler en tant qu'esclaves ailleurs et disparaissent aux yeux de leurs parents. C'est un livre qui plaît énormément, en particulier aux adolescents et aux lycéens, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon. Donc, Anya, fille d'Ukraine. Tang est marié avec une Russe. Il est diplômé de Sciences Po Paris. Il est passionné de géopolitique. Donc, évidemment, l'histoire de l'Ukraine, ça lui a plu. Mais ce n'est pas une histoire avec des chiffres, un nombre de morts, un nombre d'attentats. C'est pas ça du tout. C'est une histoire humaine. C'est l'histoire d'une petite fille qui est dans le coma, et qui, dans son coma, va en fait se représenter la vie de tous ceux qui lui sont proches aux 4 coins de l'Ukraine. Donc par cet artifice littéraire, il va nous faire partager le drame de femmes esseulées, d'hommes qui se battent, d'hommes qui refusent parfois d'exécuter les ordres. Et comme pour les enfants maigres, ce livre-là, malgré que la guerre ne soit pas terminée, Tang va se positionner après et donner une mission à cette petite fille qui est dans le coma pendant la guerre et qui, après la guerre, va se battre pour tous les hommes ou les femmes qui ont été emprisonnés ou enlevés à leur famille pendant ce conflit. Voilà, donc c'est très humain et très humain. Voilà. La guerre à hauteur d'homme. Merci. Du coup, Vincent Lafay des éditions Série Discrète. On est 2 chez Série Discrète avec Xavier Aftignieff, qui est là aussi. On se déplace toujours à 2, jamais l'un sans l'autre. Mais lui gère le chrono et c'est moi qui vais parler. Donc. Série Discrète, c'est une maison d'édition qui a 10 ans maintenant, 10 ans exactement ce mois-ci, au mois de juin. Voilà, donc vous pouvez nous souhaiter un bon anniversaire. 10 ans ce mois-ci, on publie de la poésie contemporaine. C'est d'ailleurs, Série Discrète, une référence directe à un poète américain qui s'appelait George Open, poète objectiviste, publié chez Corti.
Voilà, donc on publie de la poésie contemporaine depuis 10 ans. Pendant 5 ans, on a fabriqué les livres à la main avec des couvertures sur presse typo, l'intérieur en impression maison et couture à la maison aussi. Voilà, depuis 5 ans, on a confié l'impression de nos livres à des imprimeurs. Et depuis 1 an maintenant, on est distribué par Pollen. Et on garde la diffusion nous-mêmes avec toujours un soin particulier au choix des papiers, à la question du livre en tant qu'objet, au-delà de aussi ce qu'il contient. Enfin, l'un étant lié à l'autre forcément. Enfin, pour nous, ça va, tout va ensemble. Voilà. Je vais essayer de faire vite, puisqu'il y a des camarades qui ont aussi plein de choses à vous dire après. Je vais commencer par le dernier qui sort aujourd'hui en librairie, ça s'appelle « Dans un tel pot de terre ». Dans un tel pot de terre, c'est un livre de Guylaine Monnier. Guylaine Monnier, elle est poétesse, elle dirige aussi une revue qui s'appelle Radical avec un E entre parenthèses, qui publie que des poétesses. Voilà, donc elle a publié pas mal de monde dans cette revue qui est assez dynamique. Elle fait beaucoup de lecture, beaucoup de performances, elle est à Paris, donc elle est très dynamique, et c'est son 3e livre, les 2 premiers étaient assez confidentiels, encore plus que nous, je vais dire. Et voilà, donc ça s'appelle « Dans un tel pot de terre », et comme son titre l'indique, c'est un texte qui entretient un rapport très fort, très étroit à la nature et aux éléments. Voilà, ça commence comme ça. Il dit qu'il a planté une graine de citronnier dans un tel pot de terre. Éboulis de chausier, il montre du doigt, touche le papier de la photographie. Et dans ces 3 premières phrases, il y a un peu ce qui va courir tout au long du livre, c'est-à-dire voilà, ce rapport à la nature, ce rapport aussi à travers la photographie, au souvenir. Il y a quand même la question de l'enfance qui traverse comme ça le livre. Voilà, le souvenir, l'enfance, et aussi le partage, ce « il » qui arrive au début, qui est un peu la figure du grand-père qui traverse comme ça tout le livre. Et d'un point de vue formel, elle alterne entre des blocs de prose, vraiment des blocs très réguliers qu'elle appelle gabions. Les gabions, ce sont ces murs de pierre qu'on voit parfois au bord des routes qui sont enfermés dans des grillages. Voilà, donc là, elle enferme les mots comme ça dans des grillages avec une forme d'irrégularité aussi dans la prose. Et des parties en vers, qui sont centrées sur les éléments. Donc on commence par un élément, mais c'est vraiment une marche, le livre. On commence par les arbres, et ensuite on passe à la terre, l'air, le feu, l'eau, et on termine le pendant de l'arbre à la fin par la neige. Voilà. Donc c'est un très beau texte qui vient de sortir de Guylaine Monnier. Voilà. J'ai rien oublié ? Deuxième titre, donc vous avez remarqué, on part de la droite vers la gauche. Deuxième titre qui est paru en avril, c'est Pauline Van Hache. Voilà, donc là tout petit format qui reprend en fait les premiers formats des livres qu'on faisait à la main. Puisque Pauline Van Hache, pour la petite histoire, elle avait repéré nos livres dans une librairie. Voilà, comme quoi ça sert aussi à ça, les librairies. Voilà. À créer des liens entre les auteurs, les autrices et les éditeurs et éditrices. Et on était très contents de recevoir ce texte, qu'elle nous contacte, puisque Pauline Van Hache, elle avait publié un livre il y a 13 ans maintenant, aux éditions Nous, très belle maison d'édition qui s'appelait Nu Compris. Et moi j'étais libraire à l'époque, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce livre. Voilà, tous les deux on l'avait lu, on aimait beaucoup son écriture, donc quand elle nous a contactés, on était très contents. Et on a eu envie de le faire, et donc après 13 ans d'absence, elle revient avec ce titre-là, et ce mois-ci, elle sort un livre aussi chez un autre très bon éditeur qui s'appelle Éric Pesty. Voilà. Et une partie de mon prénom, c'est un long poème, ça dure 108 pages, c'est un long poème minimaliste, parfois avec un mot, 3 mots par page, mais c'est pas du tout gadget, c'est pas du tout voilà, par esprit de coquetterie, ça prend vraiment tout son sens quand on le lit. Et en fait, c'est tout simplement ce qui va se déployer, c'est l'histoire d'un amour déçu, d'un amour qui échoue. Donc c'est un livre qui parle de et à une femme aimée, et qui se situe clairement dans une maison. Donc on rentre vraiment au début du livre dans la maison, et petit à petit les pièces se dévoilent.
Et cet amour aussi se dévoile et la déception. Avec Pauline Van Hache, elle fait aussi la photo et c'est vraiment, chaque page est un peu comme des gros plans. Voilà, il y a à la fois des gros plans sur la maison, des parties de corps aussi qui se dévoilent petit à petit. C'est une écriture très délicate et très belle. Voilà. Et je m'arrête avec un livre qui est sorti en novembre de Pascal Petit. Très beau texte, Pascal Petit, elle a publié aux éditions, nous aussi aux éditions de l'Attente, elle a publié aussi pour la jeunesse. C'est un livre d'anagramme. Voilà, donc l'anagramme, c'est cette manière de jouer avec les lettres, et elle crée à chaque fois il y a 5 parties d'anagramme, voilà, et elle crée à chaque fois des nouveaux sens. Donc il y a par exemple la partie couleur, rose, osé, bleu roi, oublié, grenat, tanger, et ça continue comme ça, il y a 5 parties différentes. Voilà. On pourra continuer de parler de tout ça après, je crois qu'il y a un petit pot, voilà, c'est là où on est le meilleur, donc on pourra parler, puis il y a les livres à consulter aussi. Bonsoir à tous, Cécile Decoche des éditions Il était un bouquin. Je vais vous parler ce soir de 3 séries. Je vous ai mis la couverture du premier tome, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter. Je n'essaie pas de vous refourguer en rentrée littéraire un livre qui a 10 ans, pas d'inquiétude. On est une maison d'édition généraliste, on propose de la lecture pour toute la famille, tous les âges. Et ce soir, on va se focaliser plus principalement sur le polar et la littérature, ce qu'on appelle ado young adulte. Donc PK44, c'est le premier tome d'une trilogie, et le 3e tome sort donc au mois de novembre. L'autrice Jane Tannell est professeure de psychologie à l'université de Bordeaux, et elle se sert de ses connaissances en psychologie pour servir l'enquête qu'elle mène. Et donc, elle a créé un duo d'enquêteurs, Tom et Lou. Et Tom a fait des études de psychologie et s'en sert pour résoudre des enquêtes. Et Lou, l'inspectrice, apporte le côté un peu plus terre-à-terre, pratique, avec son humour mordant, son franc-parler. Donc, ce sont 2 inspecteurs bordelais. Donc, on est dans du polar régional. La première enquête nous emmène dans les Landes, donc pas très loin non plus. C'est 2 personnes qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre à travailler ensemble. Et donc l'intérêt de cette série, c'est qu'on va aussi mêler donc de la romance, parce qu'il y a une histoire qui va se créer autour de ces personnages. Il y a aussi beaucoup d'humour, et donc de la psychologie. C'est quelque chose de très moderne et qui se lit très bien, notamment pour les gens qui ne connaissent pas le polar et qui veulent le découvrir. Donc dans le tome 2, on retrouve les 2 enquêteurs qui ne sont pas en très très bons termes et qui sont forcés de collaborer. Et donc là, c'est une double enquête qui commence vraiment dans Bordeaux avec une disparition de SDF d'un côté et un suicide très énigmatique d'une jeune femme de l'autre. Le tome 3 reprendra donc nos 2 enquêteurs, là où ils en sont arrêtés de leur vie privée, et en même temps une enquête qui n'est pas tout à fait terminée dans le tome 2, qui vont devoir reprendre. Voilà. Lilith, donc Armelle Dufaux est une jeune comédienne qui vit à Bordeaux, donc qui sera elle également disponible pour mettre en avant donc, son livre. Lilith est une revisite de l'histoire de Lilith, ce personnage biblique, première femme d'Adam, en version dystopie. Donc l'idée de l'autrice, c'est d'imaginer comment cette jeune femme a pu avoir le destin qu'on lui connaît dans la mythologie biblique. Et donc, c'est aussi l'occasion de traiter des thèmes pour les adolescents et jeunes adultes qui sont assez forts, à savoir donc, le rapport au corps, se sentir différent dans une société où tout est lisse, la question de l'indépendance, le contrôle qui est exercé sur les gens qui vivent dans cette société. Et donc, cette jeune femme va être exilée et récupérée par une révolte. Et elle va devoir donc choisir entre se venger ou marcher vers la résilience. Et donc dans le tome 2, le tome 1 est complètement indépendant finalement, donc il peut se lire tout seul, mais l'autrice a décidé de reprendre en fait le final pour créer un nouveau monde, et là elle va explorer les relations familiales.
Donc le rapport entre les parents et les enfants et l'éducation qu'ils donnent, les rapports entre les sœurs. Il y a aussi la question des secrets familiaux, des mensonges, de la manipulation que les adultes peuvent exercer sur leurs enfants. Donc voilà, l'idée de traiter de nouveaux sujets qui peuvent être très actuels, même si le monde est complètement imaginaire. Et enfin, donc, la série Insulae, donc, qui est une trilogie. Donc, le tome 1 est sorti en juin 2022, le tome 2 en septembre 2023, et le tome 3 donc, sera paru donc, avec Lilith en novembre. Donc là, l'autrice Savina Lenoble, en fait, est une jeune Belge qui est professeure de lettres classiques donc, dans un lycée près de Namur. Et elle s'est servie à la fois de ses compétences linguistiques et de l'histoire un petit peu de la Rome antique et de ses lectures young adultes pour créer un univers qui ressemble un petit peu aux Hunger Games. Donc on est dans des sociétés qui s'affrontent politiquement. Donc l'héroïne est une jeune femme qui grandit dans une famille hyper puissante, dans une société patriarcale, sous les feux des projecteurs, une société hyper technologique. Et on va l'envoyer en ambassade sur des îles qui, au contraire, ont fait le choix de rester très naturelles, qui sont organisées de façon matriarcale, qui vouent un culte à la fertilité, à la nature. Et donc, on a toute cette question de jeu de pouvoir, la question de la technologie, de la protection de l'environnement, les enjeux politiques. Enfin, c'est une trilogie qui est très forte, très puissante, et dont l'héroïne est très intéressante parce qu'elle pourrait être juste belle et riche, mais elle va être tellement beaucoup plus que ça. Voilà, je vous ai mis dans les petits paniers, vous avez les tomes, vous avez tout le catalogue maison d'édition, mais aussi chaque tome bien distinct pour pouvoir découvrir davantage. Et donc Armelle Dufaux et Jane Tannel seront ravis de défendre leurs ouvrages à leur parution. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Saint-Roux, édition Kern. Donc je vais vous présenter, j'ai 4 livres, mais je vous présenterai 5. Je vais essayer d'aller assez vite. On va commencer d'abord par La Dune au socle avec Hugo Verlhomme et Valentine Karboski. Donc là, nous sommes sur un roman qui va se passer à Cap-Breton et Osgore. Et ça va être l'histoire de deux amis. Nous sommes en 1943 et l'un des deux va faire fortune en participant à la construction du mur de l'Atlantique. En 1945, le vent va tourner et lui va être mis au banc de la société, mais son ami en fait va continuer à l'aider en achetant une maison et en l'hébergeant lui et sa fille. Et une rumeur va se propager, d'où vient cet argent. Et on va retrouver en fait, ce secret va courir sur 3 générations, donc de 1940 jusqu'à maintenant. Et donc on va retrouver Alma, qui est la fille du propriétaire de la maison, et Léo, qui lui a un secret. Et à travers la disparition d'une vieille dame, on va découvrir en fait ce qui s'est réellement passé. Voilà, d'où vient cet argent. Alors ça nous parle beaucoup aussi de secrets de famille, du poids du passé, de aussi les choix qu'on fait, hein, la collaboration ou la résistance. Mais c'est pas une résistance active, c'est plutôt une résistance passive qu'a choisi le deuxième personnage. Et donc voilà, donc c'est vraiment un roman très qui nous parle de beaucoup de choses à travers 3 époques, donc les années 40, les années 60 et maintenant. Après, nous allons avoir Surf Addict, Hervé Lefebvre, photographe bordelais. Pendant 2 ans, en fait, il a photographié les 155 personnes les plus importantes dans le monde du surf français. Donc on va y retrouver autant des surfeurs, le créateur de Surfrider, des créateurs de planches. Et en fait, à travers ces photos et ces biographies, on va voir comment tous ces gens ont un amour immodéré pour le surf. Eux-mêmes le disent, c'est une addiction. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et aussi, c'est un art de vie, c'est une manière de vivre. Ils sont très préoccupés par l'océan, par aussi les matières qu'ils emploient. Voilà, ils disent, oui, on emploie du plastique pour faire nos planches de surf. Bon, on essaye de trouver des solutions pour être les moins polluants. Et aussi, la philosophie que ces gens ont développée. Et comment le surf, qui a débuté dans les années 50 à Biarritz, est devenu quelque part un vrai mode de vie qui a gagné toute la France.
Habitant Bayonne, tous les étés, je vois beaucoup de Bordelais, de Toulousains, de l'Ariège avec leurs planches de surf qui viennent l'été. Donc voilà, c'est un vrai pari aussi pour les éditions Kern, parce que c'est un très très beau livre. Les photos que vous pourrez consulter sur la table, en fait, les personnages ont été, c'est des photos posées. On n'est pas du tout dans la photo de surf classique sur la vague et compagnie. Donc c'est vraiment un très très beau livre, même quand on n'est pas amateur de surf, lire ces biographies nous fait vraiment voir comment ces surfeurs défendent la nature. Enfin, il y a une vraie philosophie du surf. Après, je vais avoir Bernadotte, l'incroyable destin du Palois devenu roi de Suède. Donc Romain Belli, ancien journaliste à Sud-Ouest, qui vit sur Bordeaux, et Jean Duverdier, qui est illustré, qui est aussi travaille pour Sud-Ouest Bayonne, reviennent sur l'histoire de Bernadotte, né à Pau, et qui a fini roi de Suède. Donc à travers ce livre jeunesse pour les 8-11 ans, on va découvrir comment aussi Bernadotte a été en conflit avec Napoléon, ne l'a pas forcément suivi dans toutes ses aventures. Et après, nous allons avoir Alfredo Suarez. Alors, je vous annonce que les éditions Confluence ont été repris par les éditions Kern. Ce qui ne change rien à la ligne éditoriale des éditions Confluence, c'est toujours M. Éric Audinet qui s'occupe de sa maison d'édition, mais du coup, voilà, il passe sous pavillon Kern. Donc là, ça a été fait cette semaine. Et donc, ils sortent un livre de Françoise Monnier, Alfredo Suarez. Pareil, il y avait une histoire de famille, de 3 femmes. Ada, Flora et Madeleine. On va être entre l'Esparret, Arcachon et Bordeaux. Ça va commencer avec Ada dans les années 40. Nous sommes à Arcachon, c'est l'occupation. Et donc, elle va rencontrer ce fameux Alfredo Suarez. C'est un juif, il est là, enfin, il essaye d'échapper aux nazis et elle va avoir une aventure avec lui. Et en fait, c'est pareil, ça va être son amant. Et on va suivre en fait, les conséquences de cette histoire d'amour qui va se répercuter sur les générations suivantes. Et après, pour finir, hop, je vous présente le dernier livre qu'on a sorti. Alors, il n'est pas là, parce qu'il vient juste d'arriver, c'est Nos Espagnes de Jean et Michel Dieuzel. Donc, le père et le fils, donc Jean est mort en 2003, et en fait ça va être un très beau livre sur l'Espagne de 1940 jusqu'à maintenant. Donc à travers les photos, on va voir un peu l'évolution de cette Espagne. En 1940, nous sommes sous Franco, et comment en fait elle s'est libérée du franquisme lentement, voilà, un peu les mutations. Et on a une très belle préface de Jean-Paul Dubois. Voilà. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Maxence, je représente les éditions de la Crypte. Quelques informations d'ordre pratique pour commencer. Les éditions de la Crypte, c'est une maison d'édition de poésie contemporaine qui existe depuis 41 ans maintenant, qui se consacre exclusivement à la poésie contemporaine. Et je vais vous présenter 3 titres. 2 qui vont paraître lundi, dans quelques jours, et puis le 3e qui sera pour l'automne. Voilà, ça me permet de vous présenter 3 des collections de la maison d'édition. Je vais essayer de ne pas trop parler des livres, et de vous lire un poème de chaque livre. C'est quelque chose auquel on croit, nous, à la Crypte, c'est plutôt de parler de nos livres en lisant des extraits. Abandon, c'est un recueil d'Hortense Rénal. Je ne sais pas si ce nom dit quelque chose à certains ou certaines d'entre vous. Hortense, c'est une poétesse qui est relativement en vue en ce moment, une poétesse contemporaine assez jeune. C'est son 4e recueil. Hortense, elle travaille énormément, elle a grandi dans des fermes, et elle travaille énormément sa poésie autour de ça, de la ruralité, du monde rural, de la terre. Il y a beaucoup de tracteurs, de foin. Voilà. Son premier livre s'appelle Ruralité. Elle a sorti un livre qui s'appelle Bouche Fumier l'année dernière, et son prochain livre s'appelle Bottes de foin. Vous voyez un peu l'univers. C'est une poésie très orale, et c'est une performeuse. Elle fait beaucoup de scènes, etc. Mais ce livre-là est un livre un peu plus discret, on va dire. Il est beaucoup plus, pour moi, je dis souvent ça, c'est un livre chuchoté. Voilà, c'est toujours une langue très orale, mais voilà, avec sa langue poétique, elle nous parle plutôt des abandons qui jalonnent nos vies. Donc, ça peut être les abandons liés à la mort, liés aux souvenirs, liés à la langue. Il y a beaucoup de questions du patois, etc. Je vous lis un poème du recueil. C'est comme ça que ça se passe. Des chemins comme des rails sans train.
et j'y vais la dernière côte à vélo, avant les tracteurs du hangar. Mon dedans, c'est leur dehors. Il y a des serres chaudes et l'escalier en pierre chaude, pareil. Ce mélange immortel. Est-ce que c'est clos comme le salon? À l'odeur de whisky, ça répond. Eau marronneuse comme la boue en face la grange. Un silence qui piétine cette boue. Une boucle d'oreille mal mise. Comme s'il fallait pleurer. Comme si c'était obligé. Voilà, ça c'était pour vous présenter Abandon de Hortense Rénal, donc qui paraît le 16 juin, c'est lundi prochain. Le deuxième, c'est Un Dieu dans chaque main de Anna Wahlberg. C'est un premier recueil. La Crypte est une maison d'édition qui est née à partir d'un prix de poésie qui s'appelle le prix de la Crypte, qui est né donc en 1984 et qui récompense un auteur ou une autrice de moins de 30 ans pour son premier recueil. Donc chaque année, on publie le premier recueil d'un auteur ou d'une autrice de moins de 30 ans. Anna Wahlberg est la lauréate 2024. C'est donc un premier recueil de poésie. C'est une autrice qui a 30 ans voilà, aujourd'hui, et c'est une poésie, on va dire, panthéiste. Elle s'attache à dire les liens qu'il y a entre les différentes choses du monde, les êtres, vivants ou pas, les choses qui jalonnent notre monde. C'est à la fois doux dans la recherche de communion, voilà, c'est une sorte d'enquête sur la communion de toute chose, et en même temps, c'est pas naïf pour autant. C'est aussi une poésie qui se confronte aux douleurs et aux malheurs qui peuvent jalonner nos vies, comme le deuil, par exemple. Voilà. Je vous lis le poème qui introduit le recueil, qui s'appelle donc Un Dieu dans chaque main. C'est comme si il y avait quelque chose à prendre dans le vent. Comme si le monde parfois répondait. Comme si il y avait des portes qui encerclaient les corps. Comme si marcher était entrer. Comme s'il y avait des gens côte à côte, transparents. Comme s'il y avait deux fois notre ombre sur les choses. Comme s'il y avait des yeux sans regard. Comme s'il y avait une planète dans chaque sphère. Comme si le vide se regardait lui-même depuis nous. Comme si il y avait un Dieu dans chaque main. Voilà. Et puis pour terminer, je vous présente un livre de notre collection qui s'appelle Moins les murs. C'est une collection bilingue, voilà, qui était un peu en dormance depuis quelques années. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter le prochain. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas fait paraître de livre dans cette collection. La fleur qu'on emporta, de Irma Pineda, donc, qui est traduit d'une autrice mexicaine. Irma Pineda, c'est donc une poétesse mexicaine qui vient plus précisément de l'État de Oaxaca. Elle est d'origine indienne mexicaine, voilà. Elle vient d'une famille importante de défense des droits des indigènes et des Indiens du Mexique, et notamment de l'État de Oaxaca. Et la particularité de ce recueil, c'est qu'il n'est pas bilingue, il est trilingue. Irma Pineda écrit dans une langue qui est propre à sa culture et à son peuple, qui s'appelle le zapotèque de l'Istme. Et elle traduit ensuite ses poèmes en espagnol, donc la langue voilà, qui est parlée plus communément au Mexique. Et ensuite, de l'espagnol, la traductrice Christelle Vizet a traduit les textes. Et donc le recueil va se présenter sous les trois formes. Les poèmes auront les trois langues, le zapotèque de l'Istme, l'espagnol et le français. C'est un texte qui parle des violences militaires contre les peuples indigènes. C'est une adresse notamment aux militaires, c'est une adresse au tu qui est assez constante dans le recueil, et c'est un très beau recueil sur la résistance, j'ai envie de dire, en règle générale, même si elle est spécifique à cette partie du monde, mais en fait c'est on va dire un recueil de résistance à toutes les contraintes exercées par les forces militaires. Je vous lis un des poèmes, et puis ce sera mon mot de la fin. Juste avant de lire le poème, je précise que nous sommes diffusés par le collectif de diffusion Gide et que nous sommes distribués par Dodd et compagnie. Qui sommes-nous à présent? Si les fils brillants qui nous habillèrent de couleurs sont aujourd'hui couverts de boue, pour nous cacher du regard de la haine et du venin que tu nous lances, à qui crois-tu nuire de ton haleine de feu? Tu pourras faire tomber mon corps. Moi, je tomberai. Mais je te le dis, d'autres encore se lèveront pour t'affronter. Merci beaucoup.
Bonsoir, Isabelle Corfias des éditions La Voselle. Notre ligne éditoriale, nos lignes éditoriales sont à la fois l'équitation, le cheval et la défense. La maison d'édition a 190 ans, presque pas de ride. Et elle était familiale jusqu'en 2018 et a été reprise en 2018. Nous sommes à Béchac-Caillaux, nous sommes en auto-diffusion, distribution. Je vais vous parler des chevaux viennent-ils chez nous par hasard, de Catherine Sen, cavalière, qui a une histoire avec ses chevaux. Elle raconte, elle est dans l'émotion, elle est dans l'équithérapie, elle est dans la communication animale, elle est dans ce rapport-là. Elle est dans l'éducation du cheval, dans le bien-être animal, dans le bien-être équin. C'est voilà, c'est l'histoire de sa relation avec sa cavalerie, de chacun de ses chevaux. Je vais vous parler maintenant, dans la partie défense, une résistance française de chronique bordelaise 1940-1945. Alain Véron est né à Codéran. Il habite en Suisse aujourd'hui, mais il se déplace. Il est volontaire pour parler de son livre, d'autant plus que c'est son histoire, c'est l'histoire de son père, qui a été ingénieur dans le génie rural dans cette période tumultueuse et qui devient donc l'ingénieur en chef dans le génie rural et qui a dû, dans un premier temps, collaborer. Sa femme était juive. Ils avaient un colonel de la commandanture au premier étage de leur maison qui a été réquisitionnée. Il se souvient des soirées où ce colonel, sur le piano, jouait du Bach, et où ils tremblaient les uns et les autres de se faire démasquer. Donc son père a collaboré dans un premier temps, et le génie rural, c'est là où il y avait, il a travaillé sur les différents ciments, sur les différents matériaux, sur les voilà. Et donc du coup, il a fait en sorte que les matériaux utilisés ne tiennent pas le choc, notamment sur les grandes crues, notamment dans les sphères de la Gironde, et aussi le système électrique des chemins de fer a été mis à mal, et donc il y avait à l'époque besoin d'eau pour faire marcher les locomotives à vapeur. Et avec la SNCF et Louis Herman à l'époque et Chaban, ils se sont organisés pour que l'eau n'arrive plus à remplir les locomotives pour les faire marcher à la vapeur. Donc voilà sur la résistance française, les chroniques bordelaises. Maintenant, chirurgien de guerre, chercheur de paix, Jean Mayer, c'est pareil, il a fait ses études à Bordeaux, il a été chirurgien à Robert Piquet, puis il est parti à Bourges, et lorsqu'il était à l'hôpital militaire de Bourges, il est parti dans les Balkans, il est parti en tant que chirurgien de guerre, et il raconte à la fois son expérience dans les 8 opérations qu'il a faites dans ces pays, et les 1000 blessés qu'il a dû opérer. Et ce qui est intéressant sur ce livre, c'est qu'il apporte, pour comprendre pour chercher la paix, il faut comprendre la guerre. Donc il a une vision aussi philosophique
Il a étudié la géopolitique. Il est aujourd'hui président des hautes études de défense nationale en centre Val-de-Loire. Et c'est un homme de 72 ans qui est passionnant et qui sera aussi qui est conférencier et qui est toujours content de revenir sur ces lieux de formation. Voilà pour les trois. Moi, j'aime à dire que seule l'histoire n'a pas de fin. C'est pour ça que la Voselle 190 ans et qu'on continue et que je nous souhaite encore longue vie, puisque on travaille vraiment sur l'histoire, la transmission des connaissances, que ce soit en équitation comme en défense. On fait beaucoup de témoignages, des essais, et on s'ouvre aux romans historiques. Voilà. Merci. Bonsoir, Sylviane Sambor pour l'Escampette, qui n'a pas 190 ans, simplement 35 ans, et maison d'édition qui est désormais installée dans le sud, née à Bordeaux, mais qui est installée dans le sud de la Vienne, entre Poitiers et Limoges, dans une très belle campagne, Montmorillon. Voilà. Alors, pas facile d'intervenir après 14 consoeurs et confrères. Tout le monde est fatigué, pas seulement chez Finitude, ça c'est juste pour savoir si vous suivez. Je vais donc vous dire très vite, premièrement, que dans une démarche liée à l'écologie du livre, l'Escampette ne publie presque plus de nouveautés. Donc voilà, donc j'ai toute ma place ce soir. Et l'Escampette consacre l'essentiel de ses moyens à la promotion de son catalogue, environ 280 titres de littérature française et étrangère, ou étrangère, et qu'elle va se consacrer aussi beaucoup à ses slow books. Alors, un slow book, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce parler la langue ici. Je ne vais pas vous le dire, parce que je n'ai pas le temps de développer ce soir. Alors, je vous invite à me contacter si ça vous intéresse. Vous trouverez quelques informations dans les pochettes surprises là, qui sont préparées à votre attention, et en particulier dans le petit document qui présente la démarche de l'Escampette actuellement et son histoire. Vous trouverez aussi toutes mes coordonnées, donc je suis à votre disposition. Je vais commencer à partir de maintenant, je dirais, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, un tour de France pour rencontrer des libraires un peu partout en France. Alors, ce que je veux vous dire, c'est, premier point, je viens de le dire. Deuxième point, que comme avec toute règle, il y a forcément quelques rares exceptions. Il y aura donc 2 nouveautés à l'Escampette en septembre, les seules, en 2025. On n'encombrera pas les tables, mais ces deux nouveautés sont forcément 2 immenses coups de cœur. 2 bijoux de littérature et d'écriture. L'Escampette, c'est une maison qui est très attachée depuis 35 ans aux écritures. Donc, 2 bijoux de littérature et d'écriture, à mes yeux, de lectrice gourmande, puisque voilà, j'ai vraiment décidé de les publier parce que, coup de cœur, sinon je ne dérogerai pas à la règle de ne pratiquement plus publier. Atlantide. À mes yeux, c'est une sorte de boîte à merveilles dans laquelle Vincent Jacques, un grand voyageur, à la fois autour de la planète, mais également dans les livres, et dans ce recueil, il nous parle de la beauté qui passe et celle qui demeure, de la beauté qui, peut-être, nous sauvera des catastrophes qui se multiplient. Conflits, mutations du climat, extinction des espèces, perte de contact avec la réalité que l'IA va encore accélérer, et puis d'autres choses réjouissantes. À noter, il a un lien avec Bordeaux, il y a vécu, il fut longtemps bordelais, avant de diriger, entre autres missions, au service de la diplomatie culturelle de notre pays. Il a dirigé aussi le réseau mondial des alliances françaises, d'où ses grands voyages. Son écriture magnifique avait, en d'autres temps, il y a longtemps, séduit l'éditeur Christian Bourgois,
qu'il avait publié au début des années 90. Et je l'ai publié en 2016, lorsque j'ai décidé de continuer de faire vivre l'Escampette après le décès de son créateur, animateur Claude Rouquet. Deuxième nouveauté, le retour des Giraud parle aussi de voyage et de mondes engloutis et perdus. C'est un long poème narratif. Je tiens à dire qu'il se lit comme un petit roman. Il est écrit par l'arrière-petit-fils de l'un des derniers samouraïs japonais, Philippe Brunet, Aga. Certains d'entre vous, en librairie ou en bibliothèque, connaissent peut-être son nom parce que c'est aussi un éminent helléniste et il a traduit, entre autres textes classiques, l'Iliade et l'Odyssée pour les éditions du Seuil dans une remarquable traduction qui respecte la métrique. Philippe Brunet est également metteur en scène, c'est un être assez singulier. Metteur en scène, il a créé aussi une compagnie de théâtre qui s'appelle Démodocos, où il forme des aèdes. Démodocos étant l'un des aèdes à la fin de l'Odyssée, avant que les prétendants soient tous liquidés. On le retrouve à ce moment-là. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce texte. C'est un texte qui rend compte un peu à la manière de la prose du Transsibérien de Sandrard, sauf qu'il n'y a pas de train là. C'est à pied et à cheval en 1898. Le voyage de Berlin à Fukushima, d'un des ancêtres donc de Philippe, mais c'est surtout un texte très très personnel de Philippe Brunet. Donc à travers la Sibérie, il rejoint le Japon. Et dès les premiers vers, j'ai été embarquée, je lui ai dit oui, alors que je lui avais fait comprendre que ça allait être très 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 difficile de me faire changer, d'ouvrir ma porte en tout cas. Alors pour finir, vous saurez presque tout si je vous dis que ces deux nouveautés seront vendues 19 € en librairie, qu'elles seront disponibles auprès des Belles Lettres, notre distributeur, qui reste notre distributeur, donc à partir du 8 septembre. En revanche, les représentants des Belles Lettres, enfin le représentant qui passe dans la région ne vous présentera pas ces deux titres, puisque j'ai repris la diffusion en direct. C'est pour ça que je vais vagabonder en France à la rencontre des libraires. Donc je vous invite soit à me contacter, je serais ravie de venir vous voir pour les libraires, et les bibliothèques aussi d'ailleurs, et tous les professionnels intéressés, soit à passer votre commande directement auprès des Belles Lettres dans le courant de l'été. Voilà. Et puis, si vous le souhaitez, je suis prête aussi à vous rencontrer pour inventer avec vous des actions à l'occasion du 35e anniversaire de la maison d'édition que nous commencerons à fêter à partir de l'automne et jusqu'à l'année prochaine. Merci à vous tous et toutes. Juliette Mathieu, des éditions du Détour. On termine par un petit coup de sciences humaines, parce que les sciences humaines, c'est la vie. Notre enjeu de l'année, c'est santé mentale, du docteur David Masson, qui est un psychiatre. Il est notamment connu pour vulgariser beaucoup autour de la psychiatrie sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui a un don de transmission évident. Et dans ce bouquin, il a voulu faire un peu la peau à toutes les idées reçues sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup... C'est heureux, tout le monde parle de santé mentale, mais en revanche, il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont fausses ou qui sont datées. Parce que c'est vrai qu'on a des clichés sur le fait qu'il n'y a plus de place à l'hôpital, mais aujourd'hui on soigne en dehors de l'hôpital, que les médicaments sont nuisibles, mais ce n'est pas forcément vrai, etc., etc. Beaucoup d'idées reçues qui sont déconstruites et expliquées par le docteur David Masson dans ce livre. Voilà. Il travaille aussi, il parle beaucoup de la relation entre les thérapeutes et les patients et les patientes, parce que la psychiatrie d'aujourd'hui, elle part du ressenti des patients. Alors, c'est pas toujours facile, hein, vous savez qu'il y a des problèmes de moyens, bien sûr, dans tous les services publics, mais on met aujourd'hui les patients, normalement, au centre de leur propre thérapie, et c'est quand même aussi une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on a des traitements psychiatriques qui fonctionnent, c'est-à-dire qui permettent le rétablissement des personnes dans une vie normale, paisible, heureuse, avec un accomplissement. Ça n'a pas beaucoup de sens de parler de normes, mais
on a fait des très gros progrès en psychiatrie et en santé mentale aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ce n'est pas à la mode, c'est parce qu'on est en train de vivre un renouveau de ces prises en charge. Ce qui ne nous exonère pas non plus de se poser la question du validisme ou pour utiliser les mots du passé, de la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap dans notre société, qui est aussi une partie importante de ce livre. Voilà, c'est notre enjeu de l'année, un très beau livre. Il est déjà imprimé alors qu'il sort en août et vous pouvez en trouver quelques exemplaires sur les tables. Sinon, vous pouvez nous écrire pour nous le demander. Voilà, je vais passer sur la reprise en poche de cet excellent livre qui s'appelle « Le refus du travail » de David Freyne, le seul essai qui existe de sociologie sur les gens qui ont arrêté de travailler et quelles sont les conséquences dans leur vie quotidienne du fait de ne plus pointer métro boulot dodo ou vélo boulot dodo ou boulot dodo tout court. Voilà, un très beau travail, très intéressant et unique en son genre puisqu'il n'y a pas d'autres études sur le sujet. Et l'autre, c'est pour finir en beauté, donc Siamo tutti antifascisti. On est très très content de s'être décidé de prendre ce slogan comme titre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un autocollant, mais c'est un livre d'histoire écrit par des historiens. Et ces historiens prétendent qu'on peut faire de l'histoire, évidemment en regardant des tableaux ou en lisant des discours prononcés par nos têtes chenues il y a très longtemps, mais on peut aussi prendre les chansons de lutte. Et dans ce recueil, vous avez 25 chansons en entier jusqu'au bout, y compris Bella Ciao, hein, parce que tout le monde sait dire Bella Ciao, mais après, qu'est-ce qu'il y a et il nous explique comment cette chanson est née, comment elle a été reprise et pourquoi elle a disparu ou pourquoi elle a été transformée. Bon, il y a des choses très bizarres, hein, des chants soviétiques qui sont devenus des chants féministes, qui sont devenus des chants écolos, enfin bon, bref, il y a plein de choses. Le parti pris aussi, c'est d'être international dans ce recueil. Donc vous avez, ça va de la Révolution française à nos jours, vous avez tous les continents qui sont représentés, vous avez des chants très connus, vous avez des chants inconnus, vous avez Parachutiste de Maxime Le Forestier, vous avez donc Bella Ciao, je l'ai déjà dit, attendez, je vais vous sortir la liste, il y a El Pueblo Unido Rabasa Argentino, il y a du Chico Buarque, il y a la complainte du partisan, il y a le cire de Fiche-Toncan, bon, je ne connaissais pas, j'avoue. Il y a du Annie Cordy, il y a des chants contre Napoléon III, il y a Grandola Villa Morena, la magnifique chanson qui a déclenché la révolution des œillets. Il y a aussi Baraillé, la chanson qui a servi de fer de lance aux révolutions iraniennes très récentes. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est un livre de vulgarisation historique comme on les aime. Et sous ces dehors militants, parce qu'on ne se cache pas trop de l'objectif de ce titre, il y a vraiment de l'histoire, donc tous les profs peuvent l'utiliser, les gens qui s'intéressent à l'histoire, on y apprend plein de choses. Voilà pour les éditions du Détour. Et si je ne me trompe pas, ah oui, vous trouverez une petite brochure avec toutes nos nouveautés là-bas. Et puis c'est l'heure de l'apéro, je crois.